Vous étiez présents ce matin pendant que vous étiez là. J'imagine, à part en tout cas. En regrettant, je vais le dire à ma façon, qu'aucune représentation ne se dessine dans ce mouvement, car, selon Raphaël Antoven, cela empêchait l'existence politique des Gilets jaunes. Si vous en êtes d'accord, Alain Badiou, on va repartir de là, parce que c'est un élément d'actualité, parce qu'on voudrait savoir comment vous vous positionnez par rapport à ce qu'a dit Raphaël Antoven, et à partir de là, on va déconstruire ensemble tout ce qui est contenu dans cet événement. Est-ce qu'on peut parler d'un événement pour les Gilets jaunes, déjà? À vous de nous dire. Oui, vous sembliez regretter que lorsque vous convoquez des gens qui sont en désaccord, votre seule présence les rende d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Je l'interprète. Oui, ben oui. Mais je crains que vous ne récidiviez. Je crains que vous récidiviez parce qu'il se trouve réellement, et j'ai été moi-même frappé de ce point, que je n'avais pas d'opposition forte à ce que Raphaël Antoven a dit sur les Gilets jaunes. Je voudrais simplement rapidement dire ce que j'en pense. Les Gilets jaunes représentent une colère et une révolte populaire qui, indiscutablement et par beaucoup de côtés, justifiée. Il s'agit à l'évidence de cette partie de la grande classe moyenne française qui est en voie de paupérisation. C'est un fait. Elle peut le prouver, Et aussi, en un certain sens, en voie d'abandon. Abandon de toute une série de petites villes provinciales désertifiées, dont la rue centrale, autrefois nourrie de commerce, est abandonnée, et aussi difficulté d'obéir à la loi des transports, allergie aux innombrables taxes qui les frappent par ailleurs. Donc, en un certain sens, c'est le premier point. Je dirais que, en somme toute, cette levée, cette colère, a des raisons et qu'elle est, en un certain sens, légitime. Ça, c'est le premier point. Je ne crois pas d'ailleurs que Raphaël Antoven ait dit le contraire. Ah non, je ne conteste pas ça du tout. Non, non, pas du tout. Au contraire. Donc, nous sommes déjà d'accord sur un point. Par ailleurs, je pense que le groupe social, pour ne pas dire la classe sociale, parce qu'elle n'est pas clairement définie, mais la position sociale moyenne des Gilets jaunes fait qu'ils ne sont pas en état facile, par eux-mêmes, de donner à leur mouvement une figure organisée. Autrement dit, on a affaire à une addition de révolte ou de mécontentement en fait individuel, dans leur écrasante majorité, contrairement, si vous voulez, à ce qui se passe lorsque le mouvement est, par exemple, un mouvement ouvrier d'usine. Il faut prendre une autre comparaison, ou au contraire, le collectif est immédiatement présent et à l'ordre du jour. Là, ils viennent de régions différentes, ils sont dans des positions professionnelles souvent différentes. Beaucoup de ces positions sont largement individuelles, qu'il s'agisse du petit commerce, des entreprises de faible dimension, de l'artisanat, etc. Et tout ça qui crée vraiment la sociologie latente des Gilets jaunes. Une importance aussi des villes secondaires et de la province en général, par rapport à la région parisienne. Tout cela crée une situation qui est une situation dont la difficulté est en réalité d'accéder à la politique. C'est-à-dire, comment peuvent-ils passer de cette addition de mécontentement individuel, convergent mais distinct en même temps, à une forme qui en ferait une force qui s'inscrirait clairement dans l'éventail politique et qui serait en état de produire un projet, un programme, une vision d'ensemble et de la soutenir fermement. Et enfin, le fait qu'ils ne soient pas en état de s'organiser crée la figure qu'ils ont d'ailleurs en partie inventée, ça c'est une invention réelle, la figure du mouvement lui-même. Des rassemblements localisés sur les ronds-points, avec des rendez-vous de week-end, si je puis dire, parce que le reste du temps ils sont occupés,
Et lorsque est venu protestataire dans la capitale, en partie maudite, le Paris des riches, le Paris de la banlieue et de la partie ouest de la ville, dans lesquels, d'une certaine façon, contrairement aux manifestations syndicales, ouvrières, etc., qui bénéficient toujours d'un encadrement constitué, il n'y a pas cet encadrement. Et ce qui crée un double inconvénient. Probablement un inconvénient qui fait que les manifestations sont, d'une certaine façon, uniquement le fait de la résistance, le fait qu'il y a des gens là, mais pas vraiment constitués autour de mots d'ordre, de revendications précises, de conceptions politiques définies, et d'autre part, que l'indiscipline générale permet à n'importe qui de s'infiltrer dans cette affaire et de lui donner la coloration qu'il veut. D'où le phénomène des black box, mais beaucoup d'autres phénomènes qui n'appartenaient pas aux Gilets jaunes, mais se sont annexés à ce mouvement porteur pour suivre leur propre détermination, leurs propres intérêts, leur volonté d'exercer des violences symboliques ou réelles, etc. D'où ma conclusion. 1. Le mouvement des Gilets jaunes est compréhensible, légitime, il correspond à des problèmes réels. 2. De par sa nature propre, il est pour l'instant incapable de transformer tout cela en une hypothèse politique quelconque. Voilà. Et la conclusion de 3, c'est que ce mouvement sera en définitive instrumenté des deux côtés. Il sera instrumenté du côté du gouvernement à cause des violences qu'il a rendues possibles, qui ne lui étaient pas consubstantielles, à mon avis, mais il les a rendues possibles, c'est un fait, et il sera d'autre part utilisé aussi par une extrême gauche pour qui tout ce qui bouge est rouge, voilà, ce qui n'est pas une bonne maxime. Et puis, par ailleurs, instrumenté aussi par les forces d'extrême droite à l'affût de tout ça, qui considèrent que tout ce qui s'oppose d'une certaine façon au régime actuel et à ses dirigeants est une bonne occasion. Voilà. Le résultat, c'est que, voilà, je suis dans une position qui reconnaît une légitimité populaire à la chose, mais cette légitimité s'exprime de façon historique, c'est-à-dire elle a lieu, elle est là, mais à mon avis, elle ne s'exprime pas dans le champ de la politique. Et donc, d'autres s'exprimeront à sa place. Merci. Alors peut-être avant d'avancer encore dans le débat de déplier ça, rapidement, vous avez vu ce que les communistes pensent des gauchistes, hein. Au passage, et ils n'ont pas tort. C'est un autre point d'accord, je pense, entre nous, ça. Mais il est vraiment contingent. Nous commençons à en avoir un peu trop. Oui, ça commence, mais ça va s'arranger. Je vais trouver des sujets. Non, alors, cela dit, moi je suis tout à fait d'accord avec Alain, donc pardon, hein, ça commence mal, mais on va s'arranger après. Sur la question de la légitimité, c'est une question très importante. J'ajouterai la question de la solidarité, c'est-à-dire du sentiment concret de souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Au fond, le sentiment de solidarité qui vient à celui qui soudain découvre que ces douleurs ne sont pas les seules, ou plus exactement que son problème est aussi celui des autres. Et phrase qu'on peut entendre dans les deux sens. Il se passe là quelque chose autour des ronds-points qui est, à mon avis, très important, et on n'a pas tort de considérer que les Gilets jaunes, en cela, refont société. Moi, deux problèmes et une toute petite objection à Alain, quand même. Le premier problème, si vous voulez, c'est jusqu'où s'étend le champ de la légitimité. Voilà. C'est-à-dire que légitimité, c'est pas douteux, mais à quel moment est-ce qu'on ose convertir la légitimité en légalité? C'est là qu'il y a un problème. Quand on dit, une chose est de dire qu'une colère est légitime, tout autre est de dire qu'on a le droit de saccager l'Arc de Triomphe parce qu'on souffre dans la vie, si vous voulez, ou qu'on a le droit de dire mort aux Juifs parce qu'on a des problèmes d'argent. C'est la différence qu'il y a entre la légitimité d'une colère et le blanc-seing qu'on accorde, ou la culture de l'excuse qui vaudrait soudain de pardonner à celui qui dit telle chose ou qui commet tel ou tel acte. On ne peut pas... Une chose est d'expliquer, tout autre est de justifier. Une chose est de tenir pour légitime, tout autre est de valider ou de légaliser ou d'étendre la légitimité jusqu'à des circonstances atténuantes si fortes qu'en somme, celui qui se rend coupable de prédation sur des bâtiments publics serait présenté comme la victime des bâtiments qu'il a lui-même attaqués. Ça va pas. C'est la limite. Au fond, il y a un dessin de Sampé sur les Gilets jaunes, sur les Gilets jaunes.
ils ne le savaient pas, où on voyait une manif, hein, donc c'était l'époque où les syndicats organisaient les manifs, camionnettes, haut-parleurs, CGT, pas contents, etc. Tout le monde est là, ils manifestent. Et puis, il y a une contre-allée, et sur la contre-allée, il y a un petit bourgeois adorable de Sampé, avec son petit par-dessus, sa petite veste, et un petit panneau, et sur le panneau, il y a marqué « J'ai mal au dos ». Et évidemment, on l'adore, mais les Gilets jaunes, c'est un peu comme si c'était lui qui était devenu la manif. Et qu'on se retrouve, le pouvoir se retrouve en situation de contenter 60 millions de sujets, si vous voulez. Et donc c'est tout le paradoxe d'une révolte qui n'a jamais réussi à précipiter ou à s'homogénéiser parce qu'elle s'est privée des moyens de le faire, parce qu'elle était d'abord l'expression irrationnelle d'une colère à l'intérieur de laquelle pouvait entrer n'importe quelle doléance. Donc ça c'est pour l'objection. La seconde qu'on pourrait faire sur ce mouvement, c'est qu'à mon avis, il relève d'une confusion typiquement démocratique entre l'égalité des droits, la revendication d'égalité des droits, qui est absolument légitime. Il n'y a pas de démocratie sans égalité des chances. Et la démocratie où nous nous trouvons est constamment compromise par le fait qu'il n'y a pas d'égalité des chances dans ce pays. Je suis, contrairement à Alain, partisan de l'équité, en ce sens. Il n'y a pas de démocratie sans égalité des chances, mais une chose est de défendre l'égalité des droits, tout autre est de la confondre avec l'équivalence des compétences. Et ça, c'est le malheur des Gilets jaunes, si vous voulez, c'est l'idée qu'on va leur apprendre à gouverner à ces incapables qui nous ont mis dans le mur depuis 40 ans. Ben non, la politique reste un métier, c'est pas comme ça que ça se passe, ça marche pas comme ça, il y a un problème là de compétence. Le sentiment qu'on est à compétence égale, ou le sentiment démocratique au fond, qu'on a bien le droit de penser ce qu'on pense, et que par conséquent ce qu'on pense est peut-être la vérité, et que tant qu'on ne nous a pas prouvé le contraire, et bien si ça se trouve c'est vrai, ce qui permet de dire que les attentats de Strasbourg ont été organisés par le gouvernement pour détourner l'attention, si vous voulez, et d'attendre qu'on le déconstruise pour dire qu'on a peut-être tort. Ce sentiment-là, la confusion de l'égalité des droits et de l'équivalence des compétences, est un processus profondément démocratique et profondément liberticide en réalité, puisqu'il met sur le même niveau des opinions construites, des opinions droites, des opinions qui discutent ou qui s'exposent à tous les sens du terme à leurs contradictions, et de l'autre côté des opinions qu'on brandit comme des marqueurs identitaires, ou comme des grâles, ou comme des vérités inaltérées et inaltérables, et qu'on oppose bêtement. Et donc l'un des problèmes des Gilets jaunes, si vous voulez, c'est cette demande permanente d'être entendu, alors qu'on n'entend qu'eux, et cette demande permanente de discuter, alors qu'à chaque fois que les conditions de la discussion sont établies, elle est compromise par le sentiment que si on leur fait un reproche, c'est qu'en réalité on est des nantis qui leur disent « pauvres, taisez-vous ». Et ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est un mouvement, en cela, c'est un mouvement typiquement démocratique et, à mon sens, antidémocratique aussi, et qui porte en lui, d'ailleurs, les germes de la tyrannie. Alors, mettons peut-être les pieds dans le plat, un peu plus. En écoutant votre intervention, Raphaël Antoven, je me disais, j'essaie d'anticiper, pardonnez-moi, j'essaie de me mettre à votre place, peut-être que je le fais très mal, vous me direz ensuite. Volontiers. J'essaie d'anticiper, en tout cas même sans me mettre à votre place, j'essaie de me dire qu'est-ce qui, dans le fait de rapporter la pensée de Camus, ce que vous faisiez, qu'est-ce qui pourrait poser problème d'un point de vue de ce que vous exposiez avant Alain Badiou. Et je me disais, mais quand Camus parle d'amour, de soleil, de l'importance du bonheur, de la mort, la finitude de notre vie, qui fait qu'on fait quand même ce qu'on peut, ce qui semblait découler de ce que vous disiez, le problème, c'est comment on fait de la politique avec ça. C'est que d'un autre point de vue, on peut vous argumenter que de toute façon, c'est pas avec l'amour ni le soleil qu'on va changer les choses. Est-ce qu'il faut vraiment s'accommoder du monde tel qu'il est, auquel cas, que reste-t-il pour le projet politique? Quand est-ce qu'on décide quand même de faire changer un peu les choses? Et pour le dire autrement, comment est-ce que la révolte, telle que la prône Camus, s'oppose à la révolution telle qu'elle est comprise? Et là encore, vous l'avez dit tout à l'heure, vous dites ce vieux mot de révolution, je ne sais plus comment vous l'aviez présenté, mais en montrant qu'il y avait peut-être un peu de distance que vous preniez par rapport à ça. Eh bien, comment celle-ci peut s'accommoder d'une révolte ou non? Je crois que c'est peut-être là la grande différence dans ce que j'ai entendu ce matin entre la révolte d'un côté et la révolution de l'autre, ce qui implique deux visions politiques du monde très différentes, y compris dans votre conception de la démocratie. Alors, Camus est rapidement, comme ça on a le temps de discuter, Camus est un auteur anti-dialectique. Il est anti-dialectique, c'est-à-dire qu'il considère que nous n'avons pas besoin du contrepoint d'une adversité, nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur une hostilité pour exister. L'existence est première, au fond. Donc on dit oui avant de dire non, en fait. On n'a pas besoin de s'appuyer sur un refus pour se révolter. C'est un auteur anti-dialectique, c'est en cela que la révolte ne nie pas l'absurde et que l'amour ne nie pas la révolte. Au contraire, tout ça s'approfondit et Camus, en cela, n'est jamais opposable à lui-même, contrairement à Sartre. Politiquement, il y a un problème, qui est le même problème que pour Raymond Aron d'ailleurs, qui avait pris sa carte à la SFIO dans les années 20, puis sa carte au RPF dans la fin des années 40,
a rendu sa carte à chaque fois en disant « Dans la jungle, la velléité ne pardonne pas ». Il ne pouvait pas faire de politique. Alors que c'est le même homme qui disait « Il faut toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent ». Mais il ne pouvait pas faire de politique parce qu'il était incapable de penser avec la moitié du cerveau. Il ne savait pas faire. Il avait toujours le sentiment que quand on adhérait à une opinion, on se privait des délices de l'opinion d'en face. Non pas par relativisme, mais par manque de curiosité. Enfin, mais par curiosité, par goût finalement de l'altérité. Et cette haltérophobie, si vous voulez, sans H, qui va avec le sentiment de détenir la vérité, ou bien d'être d'un côté, ou bien de recevoir le dogme d'un